Aujourd'hui, je vais vous parler des mécanismes de défense qui sont mis en place par l'inconscient pour protéger votre vie psychique depuis que vous êtes bébé. Ces mécanismes de défense sont nécessaires pour survivre à un moment donné dans l'enfance. Le souci, c'est que s'ils restent en place à l'âge adulte, eh bien, ça peut enfermer plus que libérer. Vous allez voir aussi dans cette vidéo quels sont les mécanismes de défense des structures perverses, des structures psychotiques. Et donc, ça peut nous poser cette question humaniste essentielle. Est-ce que la méchanceté gratuite existe ou bien est-ce qu'il s'agit presque toujours d'un mal qui est issu des blessures et de l'ignorance ? Mécanismes de défense qui, chez l'agresseur, vont aussi lui permettre de survivre psychiquement, même lorsqu'il s'agit pour l'autre de jouir du mal qu'il fait aux autres. Comprendre ces mécanismes de défense, comprendre cette fonction de l'inconscient de protéger la vie psychique de chaque individu, eh bien ça permet à un moment donné de sortir de la haine qu'on peut éprouver par rapport à certains comportements horripilants de la part de ces personnes qui ont des structurations perverses ou psychotiques, et d'éprouver non pas une compassion, mais peut-être une sorte de détachement, de se dire, mais finalement, cette personne qui a des comportements toxiques, ce n'est pas tant pour me faire du mal en toute conscience, mais dans quoi est-ce qu'il est? Dans quoi est-ce que cette personne est? Encore une fois, ce n'est pas du tout pour que l'autre prenne toute la place en vous et que vous commenciez à devenir son analyste. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous aider à vous libérer du sentiment de haine, de rage, de sidération. Alors pourquoi est-ce que l'inconscient met en place, depuis que vous êtes bébé, des mécanismes de défense pour protéger votre vie psychique? Eh bien pour que votre vie psychique puisse survivre. Il y a ce qu'on appelle un instinct de survie. L'instinct de survie n'est pas uniquement lié à la vie physique du corps, mais surtout à ce qui est de votre vie mentale. Quand vous étiez petit, vous ne pouviez pas encore dire, exprimer ce que vous ressentiez. D'ailleurs, vous n'en étiez pas conscient. Et la plupart du temps, dans votre enfance, vous avez vécu des choses fortes, inquiétantes, floues. Et vos parents vous ont aidé, ou pas assez, à mettre des mots sur ce que vous ressentiez, sur ce que vous viviez. Mais si ça n'a pas été le cas, si vos parents étaient là tout en étant absents, si on vous a pas forcément aidé à mettre des mots sur ce que vous ressentiez, alors votre corps, votre cœur, votre esprit ont dû se protéger. Et ces mécanismes de défense ont été pour vous comme des bouées psychiques qui se sont mis en place merveilleusement bien et ils vous ont aidé à tenir le coup, à avancer sans sombrer, sans vous effondrer. À un moment donné, ils peuvent aider, bien sûr, heureusement qu'ils étaient là dans votre enfance, même votre adolescence, pour vous aider à avancer, à vous accomplir. Mais à un moment donné, s'ils restent rigides dans votre vie adulte, ils peuvent aussi vous empêcher de faire d'autres choix qui seraient bons pour vous. Donc, ces mécanismes de défense qui ont été développés par votre inconscient quand vous étiez petit, quand vous étiez adolescent, vous ont protégé de vivre ces traumatismes de manière trop brutale. C'est comme une coquille, si vous voulez, qui a protégé tout votre univers psychique des attaques, des absences, de l'abandon, du rejet, des moqueries, de l'humiliation, de toute une série de traumatismes qui ont été petits ou grands. Si vous voulez, ils ont mis distance entre vous et ce qui faisait mal. Sans eux, vous auriez peut-être pas tenu le coup. Donc ce ne sont pas des ennemis, ce sont des stratégies de survie. Alors pourquoi ces mécanismes de défense, de protection de l'inconscient qui vous ont protégé, qui ont protégé votre vie psychique, finissent à un moment donné par vous bloquer dans votre vie adulte? Eh bien parce que parfois, ces mécanismes de défense vous bloquent dans votre lien à vous-même, aux autres, au monde. Ils vont continuer à vous couper de vos émotions, à ne pas sentir vos limites. Ils vont vous figer, vous empêcher d'avancer. J'insiste pour dire que dans un premier temps, dans votre enfance, ces mécanismes de défense étaient vraiment nécessaires pour vous protéger de tout ce que vous ne pouviez pas comprendre dans votre environnement, de l'absence de vos parents, de rejet, des abandons, etc. Mais à un moment donné, lorsqu'il reste et que ça se rigidifie, il crée la maladie. Parce que la vie qui est en vous, c'est quoi la vie? Mais la vie, c'est le mouvement. C'est cette capacité de s'adapter aux défis. Et donc de trouver des nouveaux systèmes d'adaptation pour pouvoir vous réaliser.
vous accomplir. Donc à la longue, ce qui vous protégeait finit par vous étouffer. Alors quels sont ces principaux mécanismes de défense de l'inconscient pour protéger votre vie psychique? Le premier auquel je pense, c'est le déni. Le déni, c'est de faire comme si ça n'existait pas. Alors le déni parfois est nécessaire, encore une fois. Par exemple, je pense à des situations tragiques où l'on perd un enfant. Et pendant tout un temps, on sait qu'on l'a perdu, mais on va être coupé de ces émotions qui seraient dévastatrices si nous étions en contact avec elles à l'état brut. Donc le déni, il sait, mais il ne veut pas savoir. Le deuxième mécanisme de défense qui est courant, c'est le refoulement. Le refoulement, c'est un oubli, mais c'est un oubli très spécial. C'est un oubli inconscient. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on a oublié. C'est comme si vous étiez une maison et vous étiez différentes pièces de cette maison et dans cette maison, il y a un placard dans lequel tout a été refoulé. Alors, on sait qu'il existe quelque part, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça a été mis de côté. Et le fait est que si cette pièce, on n'y entre jamais, eh bien, elle peut prendre la poussière. Et cette poussière peut s'infiltrer sous le pas de la porte et envahir toute la maison. Si vous êtes asthmatique, c'est embêtant. Vous pourriez vraiment être très incommodé par tout ce qui a été refoulé. Alors, ça peut être des micro-traumatismes que vous avez vécus pendant l'enfance. Ça peut être aussi des traumatismes beaucoup plus importants, comme un inceste, comme des humiliations à l'école, toute une série de choses dont votre inconscient vous a protégé jusqu'à aujourd'hui pour que vous puissiez continuer à avancer sans vous effondrer, mais qui à un moment donné vont plutôt bloquer le processus de vie, l'énergie de vie qui est en vous et qui va vous empêcher d'avancer. Par exemple, si vous avez été victime d'un viol, d'un inceste, ça pourrait au final vous incommoder dans votre vie de couple, dans votre vie sexuelle, sans que vous puissiez faire le lien avec ce traumatisme qui a été refoulé. Donc vous voyez comme quoi les mécanismes de défense dans les premiers moments de votre vie infantile sont nécessaires pour pouvoir vous protéger. Je ne parle pas de l'inceste parce que là, évidemment, il aurait été tellement bien que quelqu'un puisse se rendre compte de ce qui se passe pour pouvoir vous extirper de cette situation au plus vite. Pour ce qui est d'autres traumatismes, les mécanismes de défense servent à protéger votre vie psychique pour que vous puissiez avancer tout simplement. Et à un moment donné, dans la vie adulte, c'est bien de conscientiser tout cela, ce que vous avez vécu, mais pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir faire de la place à la vie. Un autre mécanisme de défense auquel je pense, c'est la dissociation. C'est-à-dire que l'inconscient va faire en sorte de vous couper de certaines parties de vous pour que vous puissiez survivre psychiquement à ce traumatisme qui est en train de se vivre. Je pense par exemple à un viol où pendant que la personne subit complètement cette agression sexuelle, elle va se retrouver coupée de ses émotions, coupée de ses sensations physiques. Pas toujours, évidemment, mais il se pourrait que l'inconscient choisisse de mettre en place cette dissociation. Ça peut être aussi vous couper de certains souvenirs. Si vous voulez, c'est une forme de mise au congélateur de tout ce qui a pu se vivre ou de tout ce qui est en train de se vivre. Et en thérapie, l'idée, ça va être de se reconnecter via la parole, via le corps, à toutes ces sensations, à toutes ces émotions qui ont été mises à l'écart de vous-même pour vous les réapproprier. Alors pourquoi est-ce qu'il faut réapproprier ces sensations, ces émotions douloureuses? Mais pour qu'elles puissent être traduites par des mots et que vous puissiez vous en sentir libéré, que vous puissiez aussi faire un travail de reconnaissance de l'état de victime, si vous avez été victime de trauma. Et puis pour que ça puisse faire de la place à la vie, à l'amour, aux liens aussi. Parce que quand on a vécu des choses aussi tragiques qu'un viol, qu'un abus physique ou que des abus psychiques, parce que c'est tout aussi tragique, eh bien ça peut provoquer en nous une terreur de l'amour, du couple, de l'intime. Donc vous voyez que les mécanismes de défense sont nécessaires à un moment donné pour nous protéger, et puis à un moment donné, ces mêmes mécanismes peuvent nous bloquer aussi
dans notre vie. Dans la psychose ordinaire, dont j'ai beaucoup parlé dans les coulisses de la folie qui se trouve sur YouTube, j'ai beaucoup parlé du clivage, qui est un mécanisme de défense qui est très particulier et qui n'est pas propre à la psychose d'ailleurs. On trouve aussi beaucoup de mécanismes de clivage dans les structurations psychiques borderline, dans des troubles narcissiques importants, et ça va être de classer les choses en tout noir, tout blanc, mauvais, bon. Dès lors que la personne ne supporte pas la déception inhérente au réel, la frustration inhérente au réel, je parle du réel parce que rencontrer, être en relation avec quelqu'un, c'est toujours avoir affaire aux déceptions et aux frustrations. La réalité est faite de déceptions et de frustrations, et c'est pour ça que c'est important d'apprendre aux enfants à exprimer leur colère, mais aussi à canaliser leurs émotions et à dire non, ça tu ne peux pas faire, ça tu peux faire, ben oui, ça c'est décevant, mais tu sais, voilà, on les prépare à ce réel qui est décevant. Le clivage, ça va être cette protection de l'inconscient qui va dire à la moindre déception, eh ben ça, c'est une folle, c'est un fou, ça c'est un méchant, c'est une méchante, ce patron est nul. Vous voyez, c'est très extrême. Alors parfois c'est vrai, hein, la personne est vraiment nulle dans ses attitudes, et parfois vraiment il y a beaucoup de méchanceté dans les attitudes, évidemment, de l'humanité. Mais c'est une généralité, si vous voulez. Le clivage, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est incapable de se remettre en question et qui classifie assez systématiquement les personnes et les événements en bons, mauvais, il faut être quand même prudent et se dire « aïe 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 ». Moi aussi, à un moment donné, je vais peut-être basculer du bon objet au mauvais objet, c'est-à-dire la bonne personne à la mauvaise personne, tout simplement parce que cette personne n'est pas capable de nuance, d'ambivalence. La nuance, ça fait partie de la vie. C'est rare que quelque chose, quelqu'un soit tout noir ou tout blanc. Et la maturité affective, faire preuve de solidité psychique, ça va aussi se manifester dans notre capacité de dire cette attitude-là, elle est mauvaise, elle est inacceptable, mais c'est pas pour autant que la personne est un monstre. C'est pas pour autant que cette personne va tergiverser dans un monde qui est complètement mauvais. Et c'est ce qui d'ailleurs est sidérant. Quand on a affaire à quelqu'un qui est dans une structure psychique, psychotique ou perverse, c'est qu'on va se sentir mis dans une case où on va être tout à coup diabolisé et où tout le discours, les explications qu'on va donner à cette personne pour expliquer notre réalité va être complètement balayé parce que cette personne en face va être incapable d'intégrer que vous pouvez être une chouette personne, mais que, bon, là, dans cette situation, vous avez peut-être pu être décevant. Elle va en être incapable et elle va retourner les choses, moduler les choses, de manière à vous faire sentir qu'en fait, vous êtes vraiment nul, vous êtes vraiment incapable, vous êtes mauvais. Alors, comme autre mécanisme de défense, il y a le discours figé. Ça, c'est quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a un raisonnement qui est inébranlable. C'est-à-dire que quoi que vous lui disiez, quelle que soit la nature de votre discussion, vous sentez qu'il n'y a aucun échange, il n'y a aucune perméabilité à ce qui pourrait être votre réalité psychique et la sienne. Et donc, il n'y a que la primauté de son délire, parce qu'à ce moment-là, quand tout est figé, on parle plutôt de délire. Pourquoi on parle de délire? Eh bien parce que ça te décale, si vous voulez, grandement d'une réalité qui est faite de nuances, qui est faite d'ambivalence. Et ça, c'est un mécanisme de défense parce que l'autre se protège de ce qui pourrait survenir, de ce qui pourrait aussi remettre en question tout son scénario préétabli. Il lutte ou elle lutte contre un effondrement intérieur. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, elle est très fragile narcissiquement. Et vous verrez que au plus en fait nous avons des failles narcissiques, c'est-à-dire un amour de soi qui est peu constitué, qui est immature, au plus on va avoir besoin de se raccrocher à des certitudes intellectuelles. Moi j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup les personnes qui puissent dire « je ne sais pas » ou qui puissent nuancer des propos, qui puissent
écoutez aussi ce qui se dit. C'est une preuve véritablement de solidité, de maturité affective. Il y a aussi comme mécanisme de défense l'humour défensif. Alors l'humour défensif, ce n'est pas un humour pour être drôle avec vous, mais qui est un humour qui va plutôt retourner les choses pour ne pas avoir affaire à votre réalité, ou qui va plutôt avoir tendance à dénigrer, à humilier. Alors pourquoi? Eh bien, toujours pour protéger une faille narcissique béante, une fragilité, une immaturité affective qui fait que la personne est incapable de se remettre en question et qui fait que la personne est incapable d'accueillir une autre réalité que la sienne. Et donc cet humour défensif va bien souvent détourner la conversation aussi. Elle va détourner du sujet qui était en train de se dire. Et c'est d'autant plus désagréable quand l'autre vous dit alors « mais tu n'as pas d'humour » ou « on ne peut plus rigoler de rien alors ». Ce à quoi vous pouvez répondre « oui, si, je suis capable de rire quand c'est drôle ou quand ça a pour intention de l'être vraiment. » Un autre mécanisme de défense est celui de l'intellectualisation. Cette intellectualisation a pour visée de penser, réfléchir, analyser pour ne pas ressentir. Et donc finalement, si vous voulez, vous suranalysez l'autre, bien souvent, pour ne pas avoir à vous connecter à ce que vous ressentez, à qu'est-ce que l'autre finalement, qu'est-ce que cette relation évoque en moi, provoque en moi, qu'est-ce que je suis en train de ressentir, est-ce que je suis triste, est-ce que je suis en colère, est-ce que je suis déçue. Et donc vous allez passer votre temps à suranalyser. Et finalement, vous pouvez être amené à parler de votre souffrance comme une rédaction ou comme une thèse de doctorat, et partir peut-être aussi dans cette jouissance aussi de suranalyser. C'est très difficile pour quelqu'un qui a été enfant, qui n'a pas pu à ce moment-là être connecté à ce qu'il ressentait de trop douloureux, et que pour survivre, cet enfant que vous étiez peut-être a dû analyser qu'est-ce qui se passait entre ses parents, ces disputes, pourquoi est-ce que maman est là sans être là, et pour éviter parfois des souffrances, des solitudes qui sont incommensurables, ces enfants que vous étiez peut-être, cet enfant a dû analyser, réfléchir, grimper si vous voulez pour se loger dans son cerveau. Et donc tout le chemin d'une analyse, d'une thérapie ou d'une psychanalyse, ça va être d'apprendre à mettre des mots sur ce qui se vit en vous. Non pas à vivre tout ce qui se pense, tout ce qui s'analyse, parce que ça peut être très angoissant aussi. Parce que les pensées, elles n'ont pas de limite, les pensées, c'est infini. On pense, on analyse, on est dans l'autre, l'autre prend toute la place. Et ça peut être très angoissant parce que ça nous déconnecte de toutes nos émotions. Et à partir du moment où on est déconnecté de parties de soi aussi importantes que notre ressenti, eh bien ça peut être angoissant parce qu'on est éclaté de l'intérieur. Et donc toute l'idée d'une psychanalyse, ça va être non pas intellectuel justement, ça porte peut-être mal son nom finalement, analyse. Ça dépend ce qu'on analyse aussi. Mais ça va être apprendre à découvrir ce qui a pu se vivre, se ressentir quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent, quand vous êtes adulte aussi. Qu'est-ce qui se vit dans la relation avec votre psy et comment est-ce qu'on peut le traduire pour que ça n'ait plus besoin de symptômes qui jouent le rôle de compromis, pour que ça n'ait plus... pour que ça ne se vive plus justement à l'état un peu sauvage, sans que vous vous en rendiez compte. Parce que vous savez, tout ce qui nous est inconscient et qui se joue inconsciemment en nous, finalement, nous rend un peu esclaves. C'est-à-dire qu'on a tous un enfant intérieur qui agit, qui nous tyrannise parfois aussi, et que vous êtes amené à écouter. Parce que tant qu'il hurle, tant qu'il crie, tant qu'il vous dit « non, fais pas ça parce que j'ai peur » ou « non, fais pas ça parce que l'amour, le couple, ça fait peur », eh bien, vous n'êtes pas libre. Tout le chemin thérapeutique, ce n'est pas un chemin pour être heureux. Dans la vie, on a toujours des défis, des obstacles qui peuvent nous rendre malheureux. On ne fait pas une psychanalyse pour être plus heureux. On fait une psychanalyse pour être plus libre, pour associer, pour rassembler toute cette partie de vous, toutes ces émotions
pour pouvoir vous les réapproprier. Et qu'est-ce qui se passe quand on se connaît mieux? Eh bien, vous allez pouvoir faire des choix conscients qui aillent plus dans le sens du bonheur à ce moment-là, de ce qui convient à vos besoins profonds, de ce qui convient à vos désirs aussi, et surtout qui vous amène à vous réaliser davantage. Beaucoup trop de la réalité et qui ne peuvent pas entrevoir votre réalité à vous. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'intime dans des mécanismes de protection, des murs qui sont infranchissable. Une question véritablement de survie psychique. Et c'est pour ça que certains liens, certains échanges ne peuvent pas passer. Si vous avez la chance de pouvoir vous connecter à vos fragilités, et je parle bien de chance, parce que si vous pouvez sentir cela, sentir vos blessures, sentir des états qui sont plus fragiles, c'est que vous en avez la force psychique. Quelqu'un qui n'a pas la force psychique, parce qu'il est trop faible narcissiquement, il ne va pas pouvoir sentir qu'il est déprimé. Et ces fragilités, lorsque vous les sentez, sont des brèches vers lesquelles on peut ouvrir doucement à... Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez enfant, qui fait qu'aujourd'hui, vous souffrez encore de même schéma destructeur. La psychanalyse n'impose rien. Elle est une des approches, à mon sens, les plus respectueuses des mécanismes de défense qui ont été mis en place inconsciemment quand vous étiez enfant pour protéger votre vie psychique. Elle ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est pour ça que ça prend du temps de faire une psychanalyse ou une psychothérapie d'inspiration analytique. Pourquoi? Eh bien parce que justement, tous ces mécanismes de protection qui ont tissé une toile ou des remparts pour protéger votre cœur et votre esprit de tout ce qui se passait dans l'environnement qui était douloureux, inquiétant, et bien c'est comme des petits soldats, des soldats qui ont fait la guerre pour vous, qui vraiment se sont dit ok, on va protéger pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent se réaliser dans la vie. Bon ben on va pas dire à ces soldats c'est bon maintenant les gars, vous pouvez dégager, c'est bon on n'a plus besoin de vous, moi maintenant j'aimerais bien savoir la vérité, j'aimerais savoir ce que j'ai ressenti, j'aimerais connaître mes traumas, etc. Mais non. On va pas les jeter comme ça. Ils ont fait des bons et loyaux services pour protéger votre univers psychique pendant des années. Mais nous allons ouvrir un espace de parole dans un cadre sécurisant pour que tout puisse se dire petit à petit et pour que l'inconscient, votre inconscient, puisse au fur et à mesure se révéler et nous dire ce que votre enfant intérieur a pu vivre d'effrayant et que les symptômes qui se sont développés ou les blocages que vous pouvez ressentir à l'heure actuelle puissent tout doucement se dire « c'est ok ». La parole est dite, des réaménagements sont faits, la maison s'est réaménagée architecturalement. Nous, petits soldats, nous pouvons maintenant repartir petit à petit. Il n'y a plus lieu d'être. C'est votre inconscient qui va choisir, tout doucement, de libérer l'espace. Je vous remercie pour votre écoute. Vos commentaires, vos témoignages, vos questions sont les bienvenus. Je tente toujours d'y répondre. Et je vous souhaite une très belle journée.